faut que je parle. Ah non, oui, d'accord, jingle, ça enregistre là. Bonjour Central et bienvenue sur Nuclérez. Aujourd'hui pour vous, on a préparé une nouveauté, un débat politique avec les membres les plus sympas de Central. Tu nous les présentes ? Oui, donc nous avons l'honneur de recevoir Bruno Meyer, le rédacteur en chef de l'EC News, Bonsoir, Paul Lucas. Bredancio, président de Central Vert, Bonsoir. Rémi Vassilev, membre passif de ISF, et aussi qui est au pôle AMAP. Bonsoir. Je vous invite à commenter cette émission pour lancer le débat, mais à commenter sur la page Nuclérez et sur YouTube plutôt que sur le groupe de promo, afin d'éviter la censure par le bureau apolitique du comité Nantral. Donc, première question, premier grand thème de ce débat, l'Europe, puisqu'aujourd'hui nous vivons en Union européenne et que nous avons vu que pour la présidentielle, environ une moitié des candidats étaient pro-Europe et l'autre moitié était plutôt anti-européen ou au moins essayer de remettre en cause une partie des traités. Donc première question, pour vous, l'Europe, qu'est-ce que c'est, Rémi ? L'Union européenne, du coup, je pense. Oui, l'Union européenne. Alors l'Union européenne, donc ça rassemble plusieurs pays. Donc je pense qu'à la base, l'intention est bonne et louable. Ça a permis de stabiliser, je pense, l'économie de plusieurs pays, de stabiliser aussi. Donc après la Seconde Guerre mondiale, c'était important d'un peu de stabiliser, au niveau de la paix, un peu de diminuer cette haine qu'il pouvait y avoir entre les différents pays. Mais je pense qu'aujourd'hui, le rôle est totalement différent. C'est devenu un marché, en fait, un marché économique dont les grosses entreprises sont vraiment intéressées par ce marché. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a plein de traités, en fait, qui défavorisent tous les États. C'est-à-dire que les décisions se prennent maintenant, tout a été centralisé à Bruxelles, en fait. Et ce qui fait que les États ne sont plus tout à fait maîtres de leur propre politique. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, il faut se méfier peut-être un petit peu de ce qu'est devenu l'Europe. Un avis, Bruno ? Sur la question de l'Europe. Alors, pour moi, l'Europe, comme tu l'as dit, Rémi, c'est d'abord un dessein, on va dire, un peu diplomatique au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Après, c'est vrai que l'Europe, c'est assez centré sur les problématiques économiques, donc avec, avant l'Europe, le marché du charbon, etc. Et a peut-être oublié, finalement, tout ce qui va être même de l'ordre de la politique étrangère. Il n'y a pas en Europe vraiment de cohérence au niveau de cette idée. Donc je vais pas contester cette idée. Après, il y a quand même des avantages à avoir une souveraineté européenne pour finalement harmoniser à l'échelle du continent les règles au niveau du commerce. Ça facilite les choses, pour l'économie forcément, mais également sur tout ce qui va être dans la vie quotidienne. Dès qu'on veut se rendre dans un autre pays européen, c'est assez simple. Et de ce point de vue-là, c'est pas seulement quand même une union économique. Mais finalement, ce que tu remets en cause, Rémi, et ce que relève bien Bruno, c'est tu n'es pas contre l'Europe, mais tu es contre Schengen. Ah non, l'espace Schengen, en tant qu'individu, je trouve que c'est très important de pouvoir se déplacer librement partout dans l'Europe. Je pense même qu'on devrait pouvoir le faire partout dans le monde. Moi, ce que je remets en question, c'est plus les traités économiques et la manière dont les États sont vraiment liés les uns aux autres et ce qui peut entraîner en fait des conséquences assez graves. On a pu voir à travers les crises, les multiples crises économiques, notamment donc, le cas de la Grèce. Il y a eu pas mal de controverses par rapport à ça et ça a pu affaiblir d'autres pays. C'est vraiment ça que je remets en cause. Pas la liberté individuelle, et vraiment c'est quelque chose que je suis tout à fait pour, mais c'est vraiment du point de vue économique, on va dire, c'est ça que je remets en cause. Peut-être que oui, Paul veut dire quelque chose. Oui, Ouais, donc moi je suis assez d'accord avec ce que dit Rémi, Bruno aussi un petit peu, malgré tout. Et en fait, ce que je trouve important, en fait, c'est de se dire qu'à la base, il y a forcément une vision de l'Union européenne en construisant les traités au fur et à mesure. Et ce que l'on sait, c'est que donc, ce qui est un peu avancé avec l'idée de l'Union européenne au niveau de l'économie, c'est que c'est la mise en avant finalement de la liberté du marché, un petit peu
il s'autorégule, il se gère lui-même. Le problème avec l'Union européenne, c'est que c'est asymétrique, c'est-à-dire que des investisseurs d'un peu partout dans le monde peuvent investir dans ce qu'ils veulent en Europe, un petit peu sans contrôle. Et l'inverse, c'est pas forcément vrai, c'est-à-dire que la plupart des pays du monde, je sais pas moi, la Chine, le Qatar, etc., qui investissent par exemple en France ou dans d'autres pays d'Europe, je sais pas moi, ils achètent des terres, ils achètent des plages, des trucs comme ça. Mais l'inverse n'est pas vrai. Donc c'est-à-dire que l'Union européenne, déjà il y a l'idée d'ouverture un petit peu des traités ultralibéraux. On ne peut pas contrôler les mouvements de capitaux, c'est interdit par les traités. Mais c'est interdit que dans un sens en fait. Donc disons qu'on en pâtit un petit peu au niveau international à ce niveau-là. Maintenant, du point de vue national, ce qui a été relevé est exact, c'est-à-dire que finalement, c'est même pas caché en fait. C'est-à-dire il y a la Commission européenne qui pose des recommandations pour dire voilà, pour chaque pays, il faudrait que vous fassiez ça, ça, ça pour finalement satisfaire les besoins du marché. Donc comme disait Bruno, il y a certaines uniformisations qui peuvent être intéressantes, je sais pas moi, au niveau juridique ou des choses comme ça qui sont effectivement, on peut dire par exemple en France on a une certaine, je sais pas moi, des règles d'un assez bon niveau on va dire, et peut-être que ce sera intéressant de les étendre. Le problème c'est la façon de le faire, c'est-à-dire que la souveraineté a été déplacée au niveau européen comme tu l'expliquais. Et c'est quand même problématique parce que même au sein d'un pays, on ne se sent pas souverain. Donc, même en dehors de l'UE, c'est pas facile. On ne trouve pas forcément de souveraineté dans les pays. Et là, maintenant, c'est dans un ensemble encore plus large. Donc la souveraineté est encore déplacée à un niveau plus élevé. Et je trouve ça pas sain. Et pour moi, c'est très, très instable. En fait, on peut le voir d'ailleurs assez régulièrement dans la rue ou dans ce que les gens pensent du système en général. Mais donc... est-ce qu'il faudrait rester dans l'Europe, ou plutôt... Sur le continent, ouais. Non, mais est-ce qu'il faudrait rester dans l'Union européenne, ouais. je corrige, ou renégocier les traités, ou carrément sortir de l'Europe, faire un Frexit? Alors, ce que je crois, d'après mes informations, c'est que, ce que je crois aussi personnellement, c'est qu'il paraît très difficile, par principe, de renégocier. C'est-à-dire... dans les traités, il y a marqué que pour changer fondamentalement des traités, il faut soumettre l'avis à tous les pays membres. Ça me semble logique puisque tout le monde va devoir appliquer ça. Et ça me paraît aussi complètement logique qu'il y ait des intérêts divergents. Il y a la Pologne n'a pas une même société que la société française ou que la société néerlandaise par exemple. Donc on a tous des intérêts différents, des économies différentes. Et donc si on dit, je sais pas moi, un gouvernement de gauche qui arrive en France dit, moi je veux renégocier ça, je veux plus taxer les riches, je veux plus de... par exemple, entre autres, pour, je sais pas moi, des histoires d'inégalité au niveau de richesse qui se creusent, on veut réguler ça, c'est pas possible parce que il est probable que dans certains autres pays, ce ne sera pas du tout avantageux, donc ils vont dire non, c'est une sorte de veto, quoi, et ça bloque toute négociation. Donc de ce point de vue-là, par construction, je trouve ça très compliqué de renégocier. Mais donc on reste ou on sort? Moi, si on a fait ce constat, je pense que la réponse est assez simple, mais en réalité, c'est plus complexe et j'ai pas forcément toutes les réponses. Maintenant, moi, ce que je crois et ce qui est de l'avis de plusieurs personnalités, c'est que l'Union européenne est beaucoup avancée dans un certain mode de fonctionnement et qu'il est très compliqué de revenir en arrière parce que ça fait des dizaines d'années que il y a eu des modifications, des débats interminables à 28, etc. Et on va pas dire aujourd'hui, demain on va dire oui, moi je veux tout changer et tout. Non, c'est pas possible, c'est très compliqué. Et donc à la limite, on peut très bien se dire on sort de ça parce que c'est très compliqué à négocier. Mais après ça, on peut clairement relancer plein de projets, plein de coopérations, etc. Ça, c'est pas du tout interdit. C'est complètement... c'est quelque chose à rebâtir, quoi. Si je peux me permettre de rebondir sur la taxation des riches, a priori, il n'y a aucun texte de l'Union européenne qui interdit, par exemple, à la France de taxer les plus hauts revenus, qui impose un taux d'impôt sur les entreprises
On voit bien qu'on a un taux de 33%, alors que plutôt au niveau des autres pays européens, c'est plutôt 25% pour les grands groupes. Il n'y a rien qui s'impose. Après, c'est un petit peu la logique de la mondialisation, c'est-à-dire que forcément, comme les investisseurs peuvent aller un petit peu où ils veulent, si un pays a plus d'impôts, un plus fort taux d'imposition, ils ne vont pas forcément choisir ce pays pour investir. Après, justement, l'Europe, elle a quand même un pouvoir là-dessus. On le voit avec Apple. L'Europe a quand même le pouvoir de dire à Apple, même si forcément il y a eu des erreurs avant. Apple s'est installé en Irlande pour bénéficier d'optimisation fiscale. L'Europe, là, aujourd'hui, est peut-être en train de changer d'avis quand même, et de dire, voilà, c'est pas normal qu'il y ait... qu'Apple fasse de l'optimisation fiscale. Et au vu du nombre de pays représentés, l'Europe a quand même un certain poids pour ce genre de décision. Il y a une différence entre dire c'est pas bien et appliquer des règles et écrire des règles qui interdisent. T'es d'accord que c'est très très différent. C'est sûr, il y a un certain nombre de choses sur lesquelles on ne peut pas revenir au niveau européen, notamment parce qu'on a également une problématique monétaire. Et donc pour que ça fonctionne bien, forcément il y a des règles qui sont établies, qui imposent une certaine stabilité budgétaire. Après, l'Europe n'agit pas, ne gouverne pas sur tout. Pour rappel, il n'y a pas de souveraineté budgétaire au niveau européen. C'est pas l'Europe qui décide du budget de chaque pays. Même si c'est un projet, par notre oui, président. justement, c'est un projet. Enfin, moi, ça me semble intéressant, même si on pourra parler de la démocratie après, mais ça me semble intéressant d'harmoniser. On voit que sur le dumping social, c'est pas en se disant chacun aura ses règles que ça va fonctionner. Il faut qu'il y ait une harmonisation. Mais du coup, ça veut dire quoi? Harmonisation, par exemple, les pays de l'Est, ils ont des normes sociales très très basses, voire inexistantes. Nous, on a des normes sociales assez élevées. Du coup, comment tu harmonises? Alors, après, je dis pas que ce sera facile, hein, mais je dis voilà, il faut trouver un compromis. Il ne s'agit pas de brader les droits sociaux, mais effectivement, en tout cas, c'est pas en se disant nous on va garder nos droits et on fera rien pour que ça va fonctionner comme ça. Moi, je voudrais juste revenir sur ce que Bruno a dit. Tu dis qu'il n'y a pas de loi qui impose certaines choses aux États. Enfin, je dis que l'Union européenne n'impose pas par exemple les taux de taxation. Oui, mais en fait le truc c'est qu'il y a des recommandations donc, qui sont faites par des commissions et les États sont quand même plus ou moins suivis de suivre ces recommandations et c'est un petit peu le même principe que les agences de notation, c'est une sorte de pression, hein, donc les agences de notation qui notent l'économie des États, c'est une sorte de moyen de pression en fait. On voit bien lorsque un nouveau politicien veut justement avoir une politique un peu plus de gauche, tout de suite les agences de notation vont baisser les notes de la France, et ce qui va faire perdre des investisseurs. Donc c'est vraiment un levier, un moyen de pression. Il n'y a pas de loi, c'est pas quelque chose d'explicite, mais c'est quand même sous-entendu, et donc on est plus ou moins par ce biais-là obligé de suivre les recommandations de l'Union européenne qui, comme vous le savez certainement, sont une croissance, etc. Après, il ne faudrait pas se tromper justement sur accuser l'Union européenne à la place on va dire, du capitalisme en général. L'Union européenne a bien sûr une politique ouvertement libérale, donc elle applique ses principes. Après, rien ne dit que l'Union européenne est de base libérale. Enfin, elle est libérale dans le sens qu'elle permet le libre-échange, la libre circulation, mais après, rien ne dit que l'Union européenne, ça doit être ça. Après, il y a quand même une souveraineté, il y a quand même des députés, c'est pas la finance qui siège à Bruxelles et qui dit directement... Justement, je voudrais revenir un peu là-dessus. Moi, je pense que le danger aussi de l'Union européenne, justement, c'est à tout centraliser, on s'éloigne du terrain. On ne peut pas harmoniser, c'est un peu ce que soulevait Paul, on ne peut pas gérer de la même manière des lois en Bretagne par exemple, on ne peut pas gérer de la même manière la Bretagne que une région en Grèce, et je pense que voilà, c'est un peu le danger de tout vouloir centraliser. Et il y a aussi le fait qu'on s'éloigne, que nous les citoyens, on s'éloigne un petit peu du débat, ils sont mis à l'écart. Je prends l'exemple des traités tels que le TAFTA et le CETA, où les négociations sont presque faites en huis clos. Je trouve ça très dangereux. Je trouve qu'on éloigne de plus en plus le citoyen, notamment aussi au niveau des lobbies. L'Union européenne, le siège de l'Union européenne, c'est vraiment plein de lobbies.
Et, Comme l'Assemblée nationale, hein. Enfin, oui, c'est le mais cas dans tous les... l'Assemblée nationale, on en parle quand même plus, c'est plus proche de nous, on se sent... Il y a souvent des reportages, les députés sont souvent invités aux journaux télévisés. On parle beaucoup moins en revanche des députés européens. On parle... Enfin moi personnellement, j'entends pas souvent parler des politiques à l'échelle européenne. Ouais, peut-être que c'est... On pourra peut-être parler des médias avec Paul, mais après, est-ce que les médias parlent assez de l'Union européenne, de ce qui se passe? Est-ce que les propos des députés sont assez relayés? C'est le problème. C'est pas forcément qu'il y a un biais de démocratie, mais c'est peut-être aussi que simplement l'information ne passe pas. Après, je suis d'accord quand même sur les traités, la négociation des traités. Enfin, ça s'est fait effectivement à huis clos. Il fallait vraiment être assez initié pour pouvoir savoir exactement ce qui était en cours de négociation. Donc ça, c'est pas... c'est pas sain, je suis d'accord avec toi. Même les documents n'étaient pas dispo. Enfin, non, mais il y a eu des c'est combats ça le pour que problème. ces documents soient dispo. Et encore, ils sont disponibles, mais on n'a pas le droit de prendre de notes et de Ce qui- les passer dans oui. des salles assez... vraiment, Après, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est quand même en cohérence avec la vision de l'Union européenne, la vision libérale de libre-échange. Donc, il y a quand même des gens qui ont statué sur ça. C'est pas... Enfin, c'est direct, c'est indirect. Enfin, ce sont les représentants du peuple qui ont statué sur ça. Après, il y a des techniques, des méthodes qui sont Ouais, mais pas alors, tellement les- démocratiques. Je suis d'accord avec toi. les représentants du peuple, sans vouloir faire de polémique, il y a quand même pas mal de corruption, on va dire. Mais après, je t'invite à aller voter aux élections européennes. Bien sûr, je le fais, mais justement, je remercie, tu parlais d'Apple et effectivement, comment dire, je crois que c'est une amende de 30 milliards d'euros, un truc comme ça qu'ils ont eu, ou un peu plus, je sais plus. Oui, je connais pas énorme. les. Et c'est assez mais il y a énorme. aussi justement McDonald's qui est poursuivi actuellement. Donc là, je crois que c'était à une hauteur de 1 milliard d'euros. Et je tiens quand même à faire remarquer que, alors pour Apple, je suis pas sûr, mais pour McDo, je suis quasiment sûr, c'est justement les députés verts en fait qui font ces procès-là. Et donc, je voudrais quand même juste faire remarquer que c'est souvent, comment dire, les politiques, enfin les politiciens qui ont le moins de voix, qui apportent ce genre de problème en fait, qui veulent revenir là-dessus. Et justement, c'est ceux pour qui on vote le moins, ceux qui sont le plus décrédibilisés dans les médias. Et c'est pour ça que je trouve ça dangereux à l'échelle européenne parce que. Tu veux dire qu'est-ce que tu trouves dangereux? Non, mais enfin, tu parlais justement de Apple là, qui avait eu une amende comme si c'était comment dire, l'Union européenne qui était un petit peu derrière tout ça, alors que moi Et tu veux dire que ça a été c'est pas initié par. Alors pour Apple, je mets des réserves, je suis pas tout à fait sûr, mais pour McDonald's en tout cas, je suis sûr que c'est les députés verts quoi, qui ont été derrière ça. Et donc Au final, si c'est adopté, c'est. Oui, mais voilà, mais l'Union la manière dont européenne tu le qui- disais, c'était un petit peu dire, ah, voilà, regardez, même si l'Europe est libérale, elle met quand même des barrières à certaines pratiques. Moi, je veux mettre en avant le fait que c'est pas forcément Tu veux le dire cas. les C'est vraiment députés libéraux députés, qui. ouais, c'est les qui députés s'engagent Ce plutôt. que voulait dire Bruno, je pense, c'était que mine de rien, l'Union européenne permettait un certain débat et la possibilité d'amener ces sujets. Oui, sur c'est le- ça. voilà, Ça veut je dire crois c'est que. Enfin, on proteste un peu peut-être pour certains contre le libéralisme de l'Europe, mais il a été choisi quelque part. Enfin, même si les grands principes de l'Europe, c'est quand même bien sûr le libre-échange, il y a un certain nombre d'orientations qui dépendent de l'Assemblée européenne jusqu'à Bon, preuve du après, contraire. en 2005, Ouais, voilà. la population française n'a pas vraiment choisi Ça a été le traité qui imposé. a été imposé. Ça, je veux dire, il Ça, a c'est été sûr. choisi par qui? Il a été choisi par les dirigeants. Une fois de plus, le peuple n'a pas vraiment été Ouais, concerté. il a été consulté parce que c'était la règle, mais ça n'a pas été. on va dire, Non, de ce point de entériné. vue-là, je dis pas que tout fonctionne Oui, correctement. oui, non, mais oui. J'ai une autre question à vous poser, toujours en rapport avec l'Europe. Ça concerne la politique agricole commune. Quelle est votre opinion? Faut-il continuer dans cette voie qui favorise quand même l'agriculture intensive? Ou faut-il plutôt revenir à des agricultures plus douces? Alors moi, je me suis pas trop renseigné sur la PAC, honnêtement. Juste quand même un chiffre que je trouve assez surprenant, c'est que un tiers du budget européen revient à l'agriculture. Pour quel résultat? Voilà, c'est quand même assez énorme, quoi. Je veux dire, c'est 300 milliards, quelque chose comme ça, il me semble. Enfin, ça fait un tiers, hein, Ouais. plus ou moins. Donc je trouve ça assez énorme et voilà, c'est vraiment ce que je voulais Je trouve souligner. ce qui serait intéressant de voir, c'est dans quelle poche finit cet argent à la fin. Mm. C'est-à-dire, c'est pas forcément. C'est formé sous forme. Enfin, c'est comment dire.
c'est agencé sous forme d'aide aux agriculteurs, mais finalement les agriculteurs ils s'en servent pour quoi? Pour acheter des produits, et donc ça finit pas dans les poches des agriculteurs finalement tout cet argent. Donc bon, déjà il y a cette réflexion à faire. Ensuite, quelque chose que je voulais apporter, c'est que la PAC, comme tout le budget européen en fait, donc c'est financé par les États eux-mêmes, donc c'est chaque État a un certain budget qui fournit qui fournit à l'Union européenne, et l'Union européenne reverse sous forme de PAC, de soutien aux collectivités, Oui, tous les différents programmes. Voilà, des programmes de d'investissement. scientifiques, des choses comme ça pour la recherche. Bon, donc il y a marqué il y a le drapeau européen dessus, mais en fait, c'est les États en fait qui financent eux-mêmes leur. Oui, leur je suis tout programme. à fait d'accord avec ça. Quand on dit si on supprime l'Europe, on supprime finalement les aides à l'agriculture indirectement. Elles sont quand même bien payées. Enfin, elles ne sortent pas de nulle part. Voilà, on est d'accord. Bon, merci messieurs. Pour la fin de ce débat, j'aimerais qu'on revienne en France et que vous fassiez des réponses assez courtes sur plusieurs questions que je vais vous poser et qui concernent tout d'abord le système. Bruno, qu'est-ce que c'est être anti-système? Je vais donner peut-être un cas particulier. Enfin, ça va être de tout ce qu'on appelle le dégagisme, notamment. Ça recouvre notamment le dégagisme. Enfin, ceux qui sont anti-système vont se positionner dans une opposition élite-peuple, en fait. Et dire finalement les élites ne représentent pas les intérêts du peuple. Et donc derrière, oui, comme je disais, il y a toute la question du dégagisme. Finalement, il faut renouveler un petit peu toute cette classe. Enfin, si je peux me permettre simplement un exemple, c'est que il faut examiner la légitimité de ces candidats anti-système qu'on pourra nommer populistes. Et donc justement, qui était par exemple pour la présidentielle, qui se disait anti-système? Je pense que si on se limite à deux figures peut-être majeures, moi j'y vois Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Et encore là, je sais pas ce que tu as à dire là-dessus, Rémi, mais simplement pour modérer un peu ça, Marine Le Pen, elle représente pas totalement les intérêts du peuple. Elle est pas, on va dire quand même des classes populaires. Faire remarquer que Rémi, Macron, au début de la campagne, se nommait aussi anti-système. Alors justement, je reviens un peu sur Bruno, effectivement Marine Le Pen est tout sauf anti-système, elle est tout à fait dans le système. Elle est quand même eurodéputée, elle est à la tête de son parti qui est un parti familial, donc ce qui est assez étonnant. Donc voilà, c'est vrai que là on retrouve bien la définition de populisme au final. Moi je pense qu'anti-système en fait, déjà quelqu'un qui se dit anti-système et qui est fortement médiatisé, c'est assez bizarre. Donc Mélenchon n'est pas anti-système? En fait, je sais même pas si il s'est dit comme anti-système ouvertement revendiqué. Il a publié un livre qu'ils s'en aillent tous il y a quelques années. Là, pareil, je voudrais un peu critiquer sa position parce qu'il a quand même une centaine d'années de mandat cumulé. Je pense pas qu'il soit le plus légitime pour porter son projet, même si son projet peut avoir du sens. Là, je vais pas le critiquer là-dessus, même si bon, lui, il est peut-être pas issu, on va dire, de la bourgeoisie comme Marine Le Pen, mais enfin, je veux dire tous les candidats anti-système qu'on a eu dans cette élection étaient quelque part bien rattachés, bien ancrés dans le système. Je pense que le plus anti-système, c'était Philippe Poutou. Parce que il est vraiment issu du milieu ouvrier. Il a été très peu médiatisé. Ses propos ont été décrédibilisés. Et c'est le seul qui ose ouvertement critiquer ce qui est fait. Alors on peut, il y en a qui disent oui, il fait que critiquer, il apporte rien, peut-être, mais c'est le seul qui est vraiment anti-système, c'est vrai, qui fait table rase, qui n'y va pas avec des pincettes, comme on peut dire, comme tous les autres politiques qui font attention à leur image, etc. Donc je pense que le seul peut-être, c'était les petits candidats en fait, les plus anti-système. De toute façon, c'est difficile, si je peux juste me permettre sur ça, c'est difficile d'être... Enfin, je pense que c'est plus une revendication un peu électorale de dire... en fait, le problème, c'est que le système convient pas à tout le monde, et forcément, en critiquant le système, même si on est un peu lié à lui, on peut espérer gagner des voix. C'est ça. Moi, ce que je veux dire rapidement sur anti-système, bon, déjà, il y a anti-système vu par les candidats et anti-système vu par les gens qui votent. Donc pour moi, anti-système vu par les gens qui votent, bon, pas forcément tous, mais ce serait plutôt qu'en fait, il y a une revendication légitime, donc comme tu disais, du fait de la non-représentativité,
Et ça découle du fait qu'il n'y a pas de débat vraiment démocratique, on va dire, sur beaucoup de questions, sur la plupart des questions, en fait, sur la quasi-totalité des questions. Et que donc, il y a une demande légitime de se dire, non, mais enfin, je ne décide plus de rien, et en plus, ça ne me satisfait pas. Donc, j'ai besoin de quelque chose d'autre, et j'ai besoin qu'il y ait de la nouveauté, j'ai besoin qu'on me propose autre chose. Donc, bon, ça, c'est pour dire un peu anti-système, plus sans rentrer dans les cases, quoi. C'est juste, ça me paraît logique, quoi. C'est une mouvance logique. Maintenant, après, anti-système, moi, je trouve pas ça très intéressant de voir qui est anti-système, qui ne l'est pas, et pourquoi pas. Bon, c'est juste un terme, je vais essayer de mettre dans des cases. Bon, c'est pas forcément très pertinent, moi, je trouve, de parler d'anti-système. Donc, ce qui me paraît plus constructif, c'est de discuter vraiment du fond des choses et de dire, voilà, comme on l'a fait au début, là, je suis pas d'accord, là, je pense que si, là, je pense que ça. D'accord, oui. Pour terminer rapidement. Tu veux dire quoi? Oui, simplement, le dégagisme, l'antisystème résout pas les choses et souvent se base un petit peu sur des illusions. Enfin, il suffit de remonter même en 2012 à François Hollande, qui n'est pas un candidat antisystème, mais quand il se dit contre la finance, on voit qu'on peut pas non plus tout changer. Après, il y a l'honnêteté, quoi. Ça dépend des gens. Pour finir le débat, je vais vous poser une question sociale, donc qui n'a rien à voir avec l'Europe, système, anti-système, etc. C'est, êtes-vous pour un revenu universel? Paul? Alors, je suis pas forcément le grand spécialiste du revenu universel, et même parmi les spécialistes, j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de désaccords. C'est-à-dire que le revenu universel, vu par certains, ça paraît comme une mesure de gauche, c'est-à-dire on fait plus, enfin il y a moins d'inégalités, on va dire, sociales, tout ça, tout le monde aurait quelque chose de base. Ce qui n'est pas forcément vrai d'ailleurs, parce que si on Ce qui augmente n'est pas de vrai. 700 euros tout le monde, les prix augmenteront peut-être de 700 euros aussi. Ça, je sais pas. Mais bon, en tout cas, tout ce que je peux dire, c'est que il y a certaines personnalités qui tiennent pour discours que finalement c'est plutôt une mesure de droite, quoi. C'est pas comment dire. Et est-ce qu'on ne devrait pas arrêter avec le clivage droite-gauche là sur la mesure Oui, non. Enfin, ce que je veux dire, c'est que Spatial, par exemple, c'était porté par Monsieur Hamon. Oui. Et sous couvert de appartenir au Parti Socialiste, et toute la publicité qui a été faite autour, c'était finalement, il est bien dans le Parti Socialiste, c'est une mesure de gauche, etc. Donc c'est juste pour dire, voilà. Il y a des spécialistes qui disent que non, ça n'a rien de. Si je peux me permettre, ouais, justement, il y a on va dire des gens plutôt. Il va y avoir plutôt des visions keynésiennes qui vont dire c'est plusieurs façons de voir les choses. Le revenu universel, c'est nécessaire pour favoriser pour l'égalité, on va dire, et des libéraux qui vont dire c'est un peu une façon de dire on va permettre à chacun d'avoir le minimum, et finalement l'État va plus après se demander on va faire telle aide. Ce que les libéraux qui reprennent l'idée, ils disent finalement on va supprimer toutes les aides existantes, et on va sans condition verser à chaque individu, chaque citoyen son revenu universel comme finalement une égalité des chances dans la vie. Non, bon, on va s'arrêter là. Oui. Donc merci à tous d'être venus pour parler politique. Merci. Et à la semaine prochaine centrale. Adieu, bonsoir. Au revoir. Au revoir.